Salut tout le monde, bienvenue à cette autre émission du rapport Boivin. On parle maintenant du troisième chapitre de la deuxième saison. C'est produit par la TVC de Buckingham, Basse-Lièvre, et c'est diffusé sur le réseau de TVC Basse-Lièvre, mais aussi de ma TV. Merci d'être là, merci d'être fidèle au poste. Encore une fois, cette semaine, beaucoup de choses se sont passées, se sont déroulées. Je répète qu'on enregistre le jeudi après-midi. Alors aujourd'hui, on est le 5 octobre, donc tout ce qui est après le 5 octobre, vous comprendrez que je n'en parle point. Je voulais vous parler, premièrement, féliciter un nouveau venu comme directeur général de la CSCV, la Commission scolaire au cœur des vallées, ici dans notre belle région de la TVC Basse-Lièvre, Daniel Bellemare. Daniel Bellemare qui n'est pas un nouveau venu dans le sens, c'est un nouveau défi pour lui. C'est le président Éric Antoine, que je salue en passant, qui l'a présenté. C'était une nomination à l'unanimité, bravo. C'est pas toujours le cas en politique scolaire ou municipale ou ailleurs, mais Daniel Bellemare a su faire l'unanimité autour de lui. C'est un beau défi. Quand je dis c'est un beau défi, c'est qu'en plus, ce que je trouve de le fun et de remarquable dans cette décision de la commission scolaire, c'est que, j'avais le goût de l'utiliser, on promote de l'intérieur. En fait, ce qu'on permet, c'est que quelqu'un qui a vraiment grandi avec l'organisation devient son directeur général. Et ça, je trouve que c'est tellement stimulant pour les gens qui se donnent à fond pour une organisation. Alors, bravo à Daniel. Daniel, on me dit, mes espions ici à la TVC Basse-Lièvre, qu'il a déjà occupé le poste d'entraîneur des Tigres, l'équipe secondaire de football. Alors, on lui souhaite bonne continuation, bonne route, aucun doute qu'il va avoir beaucoup de succès compte tenu de tout ce qu'il a pu faire au sein de la commission scolaire jusqu'à maintenant. C'était aussi cette semaine la dernière du conseil, la dernière réunion, dernière séance du conseil municipal de la ville de Gatineau. Vous le savez, les candidats sont sur la route de la campagne électorale depuis déjà le 22 septembre. Alors cette semaine, mardi le 3 octobre, avait lieu la dernière séance du conseil. Premièrement, je m'interroge sérieusement sur le pourquoi d'avoir ce type de séance-là avec les élus actuels, alors qu'on est en plein cœur de la campagne électorale, même si on en est au tout début, on est quand même dans le cœur de la campagne électorale. Et pourquoi je dis ça, c'est que je regardais une partie de la séance qui se déroulait sur le réseau, justement, de ma TV, et je me disais, il y en a qui faisaient des discours. Parce que la façon que ça fonctionne, un jour, il faudrait que vous tapiez ça. Ça va vous donner une idée de ce que nos élus municipaux font. Les premières minutes, là, c'est vraiment les membres du conseil, le maire, les conseillers, qui se lèvent à tour de rôle pour souligner quelque chose. Il y en a qui vont souligner un événement dans leur district, au sein de la ville. D'autres vont faire état de démarches qu'ils ont fait dans certains dossiers. Bref, c'est vraiment la minute qui se donne et plus, parce qu'il y en a qui ont une tendance à parler longuement. Moi, je me souviens de conseil municipal, alors qu'Yvon Boucher, dans le secteur de la Rivière-Blanche, était le conseiller. Yvon, qui est un gars extrêmement intéressant à écouter, mais qui pouvait, on savait quand il commençait, on ne savait pas nécessairement quand il finit. Remarquez qu'il y en a qui me diraient, Boivin était un peu semblable, mais enfin bref, je ne suis pas conseillère ni maire à la ville de Gatineau. Ceci étant, il faut quand même que je fasse tout ce que j'ai à vous dire dans 30 minutes. Alors, pourquoi je m'interroge sur le pourquoi d'avoir cette séance-là en plein pendant la campagne électorale, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu indécent par rapport aux gens qui compétitionnent les uns avec les autres, comme par exemple au sein du conseil municipal actuel, on a 3 candidats à la mairie qui sont là, soit Denis Tassé, Sylvie Gonneau et Maxime Pedneau-Jobin. Les deux autres, M. Clément, puis M. Clément Bélanger, puis M. Bergeron, c'est des nouveaux candidats à la mairie. Alors, ils n'ont pas le loisir, ces deux-là, de pouvoir faire valoir une minute très commerciale sur ce qu'ils font, comment ils sont fins, comment ils sont beaux, et ainsi de suite. Alors ça, je trouve qu'il y a un petit peu
en termes de fair play, là, pas évident. Par ailleurs, ça permet aussi le crêpage de chignons parce que c'était assez spécial de voir certains candidats taper sa tête, par exemple, des membres d'Action Gatineau et des gens d'Action Gatineau sur la défensive, sur certains dossiers. Fait qu'on sentait que les couteaux étaient affûtés et on sentait que c'était pour prendre certains virages au sein de la campagne électorale, puis on l'a vu. Il y avait une résolution qui était présentée, un projet de résolution qui était présenté par Louise Boudria. J'en ai souvent parlé, à l'effet qu'il y avait un petit peu un côté électoraliste, vous me direz, de présenter une résolution d'intention concernant le projet de Brigil, de Gilles Desjardins, ses tours qu'il veut installer en pleine rue Laurier, devant la rivière des Outaouais, avec laquelle l'idée, le maire n'a jamais fait de dentelle là-dessus, il n'a pas fait de zigzag, c'est non dans son livre à lui. Ça peut être oui pour le projet, mais pas à cet endroit-là. Et les tenants, ceux qui sont contre le maire et la position d'Action Gatineau sur le sujet, bien, ils se sont dit, on va leur faire un petit coup le fun, là. On va présenter un projet de résolution, puis on va être vraiment capable de dire en campagne électorale, regardez, ils sont contre le projet, ils sont contre ci, ils sont contre ça. Et ça a un peu floppé, ça a été tué dans l'œuf parce que tout le monde s'était voté à l'unanimité, parce que dans le fin fond, la résolution ne faisait que demander aux services municipaux de se pencher sur la question et d'émettre des recommandations. Il n'y a personne qui peut être contre la vertu. Alors, ça sera à suivre après la campagne électorale. Mais nul doute que les promoteurs se sont invités dans la campagne électorale, entre autres Brigil, la campagne électorale municipale de 2017. Et ça m'inquiète toujours un peu parce que je me dis, quelque part, je ne veux pas revenir, on se rappelle, il y a eu la commission Charbonneau, il y a des règles qui ont été implantées. Je ne veux pas revoir une ville qui est sous contrôle des promoteurs. Je veux voir une ville, par contre, qui n'a pas peur du développement économique, mais qui fait les choses correctement. Puis je ne dis pas qu'un empêche l'autre, mais je fais simplement dire que ce genre de pression-là, de crêpage de chignon, je suis toujours un peu personnellement allergique, mais continuez de lire sur le sujet, d'écouter ce qui se dit, et on se fera chacun notre idée en temps et lieu. Il y a eu la cérémonie d'installation de la gouverneure générale, Julie Payette, une héroïne pour beaucoup de Canadiens. Son discours qu'elle a fait dans la salle du Sénat devant beaucoup d'invités était extrêmement inspirant. Mais Julie Payette, ça a toujours été une personne extrêmement inspirante. Elle a parlé d'aller au bout de ses rêves, elle a parlé de l'importance de l'espoir, de l'optimisme. Je croyais réentendre Jack Layton à l'époque lors de, juste un peu avant son décès, la lettre qu'il avait écrite. Mais ce n'est pas des propos de Jack Layton, ça a été dit par Martin Luther King. Avant, ça a été dit par tellement de monde. Mais c'est bon, surtout dans une ère Trump, Donald Trump, et avec ce qui s'était passé cette semaine, ça faisait du bien au moral d'entendre ce type de discours. Par contre, on a aussi entendu parler que le poste de gouverneur général, ça nous a coûté cher. Dans la dernière année, on parle d'une hausse de 21 des dépenses. C'est énorme. Le salaire, imaginez, le salaire de la gouverneure générale, moi aussi j'aurais eu le sourire étampé dans le visage tout le long de ma cérémonie d'installation. 290 000 et 290 000 piastres pour être un symbole, la représentante de la reine au Canada. Je suis un peu allergique, mais enfin, ça fait partie de notre système. On est une monarchie constitutionnelle. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça notre système. On a rapatrié la Constitution, mais on est encore sous le règne de la reine d'Angleterre, même si ce n'est que symbolique, en ayant rapatrié notre Constitution, mais n'empêche que beaucoup de gens, puis surtout quand on voit des choses comme ça, voir ce que ça a coûté, la hausse des coûts, et que c'est essentiellement pour les voyages, parce que Dieu sait que le gouverneur général, qui est en passant, M. Johnson, que je salue, qui a fait un travail extrêmement compétent, lui qui avait été nommé par Stephen Harper, le gouvernement conservateur, qui a été très fair, sympathique, lui et sa femme. J'espère que Julie Payette sera effectuée parce que le rôle est encore
encore là pour rester, mais je pense qu'un jour, il faudra y penser sérieusement si on ne se dirige pas vers une république, c'est-à-dire un président qu'on vote pour quelqu'un, au lieu de dire, penser qu'on vote pour le premier ministre alors qu'on ne vote pas pour un premier ministre, on vote pour des députés et c'est le chef du parti qui gagne, qui devient le premier ministre. Alors, à suivre, mais 290 000 $, ça se prend avec le sourire dans le visage. Il y avait aussi, en fin de semaine passée, le premier tour du vote pour l'élection d'un nouveau leader en remplacement de Thomas Mulcair, qui a été mis à la porte par ses membres il y a un petit peu plus qu'un an. Et suite à la défaite électorale assez sévère qui avait été subie en 2015, j'en suis un bon exemple. Il y avait 5 candidats, non, en tout cas, peut-être 4 candidats, c'est 5 au municipal, 4 au sein du NPD, c'est-à-dire Jack Mincing, Guy Caron, Mme Nikki Ashton et puis Charlie Angus. C'est parce qu'il y en avait 5 au début, Peter Julian, mais comme il n'avait pas ramassé suffisamment de fonds, a décidé de se retirer au profit de M. Jack Mincing. Les gens, la façon que ça se passait, le vote, c'est chaque membre avait un vote et pouvait classer les candidats en ordre de préférence, donc numéro 1, numéro 2, 3 et 4. Et on s'attendait, même les experts s'attendaient à ce que ça soit assez convaincant pour M. Singh au premier tour. Ça, c'est le Sikh, que vous avez vu certainement son image, et sinon, vous la voyez ici en arrière de moi, avec son turban, qui est un fier Sikh, son kirpan, porte le kirpan, le turban. On s'attendait parce qu'il est extrêmement populaire en Ontario. Il était le chef adjoint du NPD au niveau du gouvernement, pas du gouvernement provincial, mais oui, à la législature provinciale ontarienne. Il secondait Andrea Horwath, la chef du NPD Ontario. Et personnage très coloré, très sympathique, s'exprime. J'étais assez agréablement surprise quand il a fait son discours d'acceptation de sa victoire parce qu'il a gagné, imaginez, au premier tour, même si les spécialistes s'attendaient à ce qu'il y ait à tout le moins un deuxième tour, qui soit très près d'une victoire parce qu'il avait ramassé beaucoup de membership. Au Québec, c'est assez pathétique. Il y a toute une côte à monter. Jack Mincing, pour, se faire connaître. Ça c'est peut-être déjà même un peu fait parce que les médias en ont beaucoup parlé, parce qu'il est tellement différent. Écoutez, c'est une première. Un premier chef issu des communautés culturelles qui est élu chef d'un parti majeur au pays, c'est assez spécial. Et dans ce contexte-là, ça attire l'attention. Donc ça, je pense, mission accomplie pour Jack Mincing. Maintenant, de voir comment ouvert au Québec est-ce qu'il est. Il y avait des hésitations sur sa vision en matière de neutralité religieuse. Au début, il semblait mettre la déclaration de Sherbrooke qui prétend, qui est le document du NPD qui dit que c'est au Québec de prendre ces décisions-là. Et il semblait mettre un X là-dessus. Ça m'occasionnait des inquiétudes, je peux vous dire. Le lendemain ou presque de sa victoire, en fait, lundi ou mardi de cette semaine, il faisait déjà un recul stratégique. N'empêche que je dis souvent, ce que tu mentionnes en priori, en premier lieu, c'est souvent ta vraie pensée. Alors, ce qui va la mettre de côté, ça sera à suivre, mais ce sera certainement un personnage à suivre pour la partielle dans Lac-Saint-Jean. On y revient après la pause. Oui à un débat respectueux. Moi, je dis non au racisme et à la francophobie. Vivre en français, un droit fondamental. Travailler en français, un droit à respecter. Moi, je dis non à la francophobie. Un message du mouvement Impératif français. Encore tu sais? La philosophie des amputés de guerre, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Ouais. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amputés de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Chaque pays a sa langue. Ici, on travaille en français. Ici, on vit en français. Parlez-nous en français. Notre fierté, le français. Un message d'Impératif français.
Et nous voici de retour au rapport Boivin. Je répète, enregistré le 5 octobre 2017, donc jeudi. Et ce qui a retenu beaucoup l'attention en début de semaine, c'est cette tuerie épouvantable à Las Vegas. Un individu, monsieur, je ne veux pas me tromper dans son nom, Stephen Paddock, qui, du haut du, je ne sais pas trop, 32e étage du casino Mandalay Bay, s'est mis à tirer sur une foule qui assistait, une foule de 22 000 personnes qui assistaient de façon tout à fait paisible à un concert extérieur. Il en a tiré à tout le moins et tué à tout le moins presque 60. Il y a eu des centaines et des centaines de blessés. C'est la pire, mais la pire tuerie qui s'est produite en sol américain. C'est horrible. Il n'y a pas d'autre façon de le traiter. Même le président Trump le déclarait comme personnage. Il s'est suicidé en passant avant que la police arrive dans la chambre où il se situait. C'était une chambre, là, scène d'horreur, avec des tonnes de carabines. Pas des petites armes de poing ou quoi que ce soit, mais des espèces de carabines que tu pourrais apporter avec toi à la guerre. C'est absolument incroyable. Évidemment que les gens qui... le lobby anti-armes à feu s'est fait aller de la même façon que ceux qui sont pour les armes, parce que vous le savez qu'aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle le deuxième amendement qui dit « the right to bear arms », le droit de porter, de posséder une arme. Mais comme plusieurs spécialistes ont dit cette semaine, je ne pense pas personnellement que les pères de la Confédération avaient comme intention, en donnant ce droit constitutionnel à leurs concitoyens, de leur donner le droit d'avoir ces espèces d'armes incroyables. De toute façon, même les gens qui étaient dans la foule, entre vous autres et moi, s'il y avait eu une arme avec eux, ce qu'il y avait peut-être, parce qu'en passant, je l'ai appris cette semaine avec cette histoire-là, ce que je ne savais pas, c'est que à Las Vegas, tu as le droit de te promener avec n'importe quelle sorte d'arme. Il n'y a aucun problème. Tu peux être n'importe où, avoir ça avec toi, sans permis, c'est pas grave. Eux autres, c'est comme un free-for-all. Et ça, moi, personnellement, ça m'indispose envers cet État, envers cet endroit. Et je ne suis pas certaine que j'irais le visiter. Puis pourtant, Dieu sait que c'était j'avais le goût un jour d'aller voir des spectacles à Vegas, d'aller peut-être vivre Vegas, parce que des fois, quand tu n'as pas le temps d'aller faire le tour du monde, bien, c'est tellement gros là-bas qu'ils t'ont mis le monde sur leur petit quadrilatère. Ceci étant, initialement, il y avait les cellules terroristes qui revendiquaient cet événement-là, cet événement tragique. Moi, ce que je disais au moment où c'est sorti, attention, parce qu'on le sait que l'État islamique se revendique à peu près tout ce qui bouge. Tout ce qui est plus qu'une personne qui est morte, là, et qui donne une impression de terreur, parce que, je répète, c'est un acte, dans mon livre à moi, un acte de terrorisme, mais ça peut être un acte de terrorisme non religieux, non politique, qui est tout simplement l'œuvre d'un fou furieux, d'une espèce de malade de quelque sorte. Et dans ce contexte-là, ça restera à voir. Il a une blonde qui est d'origine philippine et il l'a envoyé, il a payé un voyage aux Philippines, il a envoyé comme 100 000 piastres en disant « achète-toi une propriété ». On voit qu'il y avait beaucoup d'éléments de planification. Je pense qu'on en apprendra un petit peu plus dans les prochaines semaines. Il n'y avait pas de lettres, il n'y avait pas d'informations. Sa famille a de l'air de tomber des nues. C'est pas une personne qui était pauvre. On aurait pu penser peut-être qu'il était, je ne sais pas, moi, déprimé, il a peut-être perdu tout ce qu'il possédait. Pas du tout. C'est un individu qui aimait beaucoup aller gambler, qui a fait beaucoup d'argent. Enfin bref, ça reste encore à comprendre un petit peu plus les dessous de tout ça. Mais il va falloir un jour, n'en déplaise au lobby de la NRA, National Rifle Association, qui est extrêmement pesante aux États-Unis, qui subventionne à coût de millions et de centaines de millions, pour ne pas dire plus, plusieurs candidats aux différents paliers politiques
pour s'assurer qu'on ne touche jamais à cette déréglementation-là en matière d'armes à feu aux États-Unis. Ils sont extrêmement pesants, mais je pense que même tout chasseur, tout collectionneur, tout sportif qui utilise des armes à feu n'est pas prêt à donner une médaille à ce type d'événement-là ou de même se comparer en termes de droits avec tout ce que ce gars-là a transporté dans la chambre de l'hôtel Mandalay Bay. C'est absolument incroyable. Mais qu'il ait pu transporter tout ça, qu'il avait accès à tout ça, et y compris beaucoup d'autres armes chez lui, ça restera à voir. Par ailleurs, il y en a certains qui ont pris des leçons, comme Luc Lavoie, le commentateur à l'émission La Joute à TVA LCN, qui a compris qu'on ne fait pas de farce plate. Il y a des sujets qui sont tabous. Il a utilisé après tout ce qui s'était passé à Vegas, après qu'on a parlé de chasse à l'écureuil à l'Assemblée nationale, après les événements du Métropolis où Pauline Marois, on avait atteint à sa vie, d'aller faire des blagues de chasse aux séparatistes, c'était pas génial. TVA s'est occupé de lui. Ça sera à suivre. On verra ce qui va se passer. Il y a des plaintes qui ont été déposées à la police. Mais mettons que c'est une leçon pour tous ceux qui ont des micros ou même ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Attention à ce que vous dites. Il y a quelqu'un qui vous observe et il y a quelqu'un qui peut se sentir, s'il se sent menacé par vos propos, ça peut certainement aller un petit peu plus loin. Alors ça, c'était des événements extrêmement tristes. Il y a eu tous les événements en Catalogne. La Catalogne avait un référendum auquel l'Espagne n'était pas du tout partie prenante, ne reconnaissait même pas le droit à la Catalogne de procéder à un référendum. Ça s'est fait, en tout cas, quand on se compare, nous, au Québec, qui sommes des spécialistes du référendum, et comment on voit que des périodes référendaires au Canada, au Québec, ça se déroule de façon drôlement plus civilisée, même si des fois les discours sont assez agressifs et les passions s'échauffe un peu. C'est rien à comparer avec ce qui s'est passé en Catalogne, la police, anti-émeute, en tout cas les actes de violence, les personnes âgées qui ont été terrorisées, un taux de participation très minime. Est-ce que c'est parce que il y a beaucoup de gens qui sont restés chez eux, ne sont pas allés voter, parce qu'ils ont eu peur de se faire tabasser? Enfin bref, mais quand on force une réponse d'un côté, vous savez, on va toujours en payer le coût. Moi, je dis toujours, tu gagnes peut-être une bataille, mais à la longue, tu vas perdre la guerre. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ça ne fait que les raffermir dans leur position. Et même ceux qui étaient peut-être contre l'idée de l'indépendance de la Catalogne, ça va peut-être les entraîner de l'autre bord en disant, si c'est comme ça que tu me respectes, Espagne, ben voilà, je ne veux plus rien savoir de toi. Très déçu du gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec qui a fait valoir le règne de la démocratie en disant que c'est ce qui devrait primer, on devrait permettre l'exercice paisible d'un droit démocratique. Mais le Canada, par la bouche de son premier ministre ou de sa ministre des Affaires étrangères, on dirait qu'il avait tellement peur de juste dire « Hey, c'était épouvantable ce qui s'est passé là-bas ». Il avait tellement peur d'ouvrir une porte qui aurait pu être utilisée éventuellement par les maudits séparatistes du Québec. Je suis convaincue que c'est comme ça qu'ils pensaient dans leur tête. Et je trouve ça tellement, tellement petit, tellement niaiseux, parce qu'encore une fois, ça ne les grandit pas. Si on est sûr de soi, si on est confiant, on n'a pas peur de l'adversité, go for it. Il n'y a rien de mal de dire que c'était épouvantable, ces gestes-là, tels qu'ils se sont déroulés. En m'en venant au studio de la TVC Basse-Lièvre, j'entendais une superbe nouvelle. Vous avez tous entendu, parce que ça fait des années qu'on en parle, TransCanada, son projet d'oléoduc, Énergie Est, qui aurait passé par le Québec, s'en aller vers le Nouveau-Brunswick. Ça passait dans plusieurs provinces. Et il y avait tous les mouvements environnementalistes qui se sont insurgés contre ce projet-là pour faire promener le pétrole, pour l'envoyer ailleurs. En passant, ce n'était pas pour nous fournir, nous autres, là, mais c'était plutôt pour les envoyer vers les ports d'Atlantique, puis faire sortir ça, puis envoyer ça sur les marchés.
C'est sûr qu'il y en a qui auraient fait de la grosse argent. Écoutez, des pipelines, là, c'est payant. Des oléoducs, c'est payant. Et TransCanada a annoncé aujourd'hui qu'il se retirait du projet et qu'il renonçait à le présenter. Ils étaient devant la commission environnementale. Il faut se rappeler que les conservateurs, que Justin Trudeau était très favorable à ce projet, doivent être extrêmement désappointés. Surtout les députés conservateurs, dont la très grande majorité au fédéral sont issus de la province de l'Alberta. Ça divisait même néo-démocrates entre vous autres et moi, parce que les néo-démocrates, c'est un gouvernement néo-démocrate en Alberta. Et évidemment, l'Alberta qui appuie tout projet de développement de leur sable bitumineux en matière d'énergie, etc., parce que c'est le nerf c'est vraiment avec ça qu'ils vivent, c'est leur beurre, leur pain en Alberta. Alors, ils doivent être extrêmement désappointés. Est-ce que le Québec va être pointé du doigt? Disons que on a eu des municipalités, la ville de Montréal, Denis Coderre, que je salue dans ce dossier-là, qui a été extrêmement ferme, qui ne voulait rien savoir de ça. Alors, ça montre quand on s'organise et quand on s'installe pour tenir notre bout, faire valoir nos arguments de façon paisible, de façon démocratique, on est capable d'avoir le résultat. Ce n'est pas toujours tout de suite que ça se passe. Et ça me fait penser au projet de Chalk River, qui n'est pas loin d'Ottawa, où on pense enfouir des déchets nucléaires. Bien, c'est ce même genre de dossier. Il faut que l'opposition se continue pour s'assurer qu'éventuellement, les meilleures décisions pour nous, pour notre environnement, pour les générations qui nous suivent, que ces meilleures décisions-là se prennent et non pas d'aller strictement pour le profit. Je vais terminer rapidement sur une autre nouvelle de dernière heure pendant que je m'en venais ici au studio, à savoir la fusion entre Québec solidaire et Option nationale. Gardez vos oreilles ouvertes, vous allez sûrement en entendre parler après que j'aurai enregistré cette émission. Ça va au moins réunir deux partis qui ont comme option la souveraineté du Québec. Et au lieu de diviser les forces sur le terrain, moi, je vous dis, c'est un parti de 5 % peut-être qui s'allie un parti de 1 %, malgré que Québec solidaire pourrait certainement rassembler beaucoup de forces progressistes, sauf qu'il faudrait être réaliste, ils ont cette option de la souveraineté qui ne plaira peut-être pas à tout le monde. Et d'ailleurs, on a pu le voir dans le coin du centre du Québec, avec le départ de Sam Hamad, il y avait une élection partielle et les libéraux qui étaient là depuis le début des années 2000 ont mangé une méchante volée. Quand je dis une volée, là, la candidate de la CAQ, en passant une ancienne adjointe du ministre Dupuis, libéral à l'époque, qui a été élue, Geneviève Guilbeault. Alors, c'est une claque. Je pense que les libéraux du Québec le réalisent. Est-ce que c'est symptomatique de ce qui s'en vient pour l'élection en 2018? Ça restera à voir, mais ça montre qu'il y a un mouvement d'opposition fort. Est-ce que Québec solidaire avec Option nationale saura faire une différence? On verra. Boivin ne dit plus rien. Bye.